s'il n'y avait pas eu l'abbé Pierre, il n'y aurait pas eu 1954, il n'y aurait pas eu la Cité de la Joie, et je ne sais pas ce que je serais devenu, tout simplement. C'est un contexte d'après-guerre. La guerre, en plus des conséquences dramatiques au niveau humain, a eu des conséquences au niveau économique très, très importantes. Sur l'immobilier en particulier, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 400 000 logements qui ont été endommagés et 600 000 totalement détruits. Beaucoup de destruction, mais en même temps une économie qui redémarre, des gens qui travaillent, un début d'évolution aussi qui fait qu'on passe de la campagne à la ville pour y travailler en usine, etc. Et puis on a un retard très important depuis les années 20 dans la construction, dans l'entretien des immeubles. Et beaucoup de gens cherchaient des logements, mais même des cadres ne trouvaient pas de logement. La crise du logement est d'autant plus ressentie que va arriver cet hiver 54 qui est resté dans les mémoires. L'hiver 54 a été un hiver très rude. Il faut dire qu'il y en avait eu déjà quelques-uns avant. Mais l'hiver 54 a été très très froid. Nous avons eu un mois de février catastrophique. Moi j'habitais un immeuble de 6 étages dans le 15e et toutes les canalisations de chauffage central avaient gelé. Extrêmement froid, extrêmement rigoureux, avec des températures qui descendent à moins 20, moins 24, moins 30 même dans l'Est, vont commencer à être extrêmement préjudiciables aux personnes et surtout aux personnes qui ont des grandes difficultés à se loger. En 1954, à Paris, boulevard Sébastopol, est morte une femme de 35 ans tenant dans sa main la lettre comme quoi elle est expulsée. Elle est morte de froid sur ce trottoir. Il faut parler de cet appel, c'est-à-dire que c'est un événement que les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas mesurer la dimension parce que la télé est quasiment inexistante, c'est la radio, le grand moyen de communication, et que le fait qu'il y ait un enfant qui décède en janvier 54, tout près de Neuilly-Plaisance d'ailleurs, va déjà mobiliser l'abbé Pierre qui va interpeller et le grand public et les ministres pour dire « Moi, j'ai un enfant en bas âge qui vient de mourir de froid et c'est absolument intolérable. » Il va inviter le ministre à l'enterrement qui va d'ailleurs se déplacer et là, il va négocier pour le parler à la radio. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris, parce que nous vous avons demandé ça, et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire « c'est ma faute ». Et le type est resté baba quelques secondes, et puis avec beaucoup de courage. Bon, il a dit « écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte ». Et je l'ai dicté par le téléphone, et il l'a lui-même lu à la radio. Et immédiatement après, je bondis dans la voiture, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er, au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe, et je leur dis, voilà, la radio française vient de passer ce papier, si vous voulez pas être en retard, il est temps de me donner le micro. Bon, et ils m'ont donné le micro. Et Radio Luxembourg va lui ouvrir l'antenne, et c'est ça qui va être un mouvement extraordinaire, c'est-à-dire que des gens vont entendre cette voix qui est très particulière, qui est avec une sensibilité, une émotion fabuleuse. Le journaliste lit le même texte à Radio France et ça crée aucune émotion, aucun mouvement. Quelques heures plus tard, c'est lui-même qui lit à Radio Luxembourg et évidemment, c'est le ton, le fait que ce soit lui qui commençait à être un peu connu et le fait d'y mettre une émotion partageable, ça change toute la donnée. Et ça, c'est là-dessus qu'il a été totalement précurseur, c'est qu'il a senti cette possibilité d'avoir un contact direct avec la population et sans les manipuler, de les sensibiliser. Et ça, c'est une force que peu de personnes ont eue. Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit,
à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». J'ai entendu l'appel de l'abbé Pierre en 1954 par la radio et par les médias de l'époque. J'écoutais toutes les semaines l'émission de Pierre Bellemare et quand il a fait l'émission avec l'abbé Pierre, eh bien, je l'ai écouté toute la soirée. On a été très très satisfaits de cet appel de l'abbé Pierre parce que vraiment c'était indispensable. Tout le monde à Plessis avait été à la mairie. On portait des vêtements, on portait des couvertures. Enfin bon, tout le monde se sentait concerné. Alors de là, tous les gens ont donné ce qu'ils ont pu, puis plus ça a été, plus ils ont donné, plus. Puis de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ils ont donné, ils ont donné. Il y avait une baignoire remplie d'argent. C'était bombé. Ça a provoqué une sorte de réaction à tous les nouveaux dans les milieux politiques notamment. C'est cet événement qui va être fondateur de la réputation, de la connaissance, de la légitimité de l'abbé Pierre. Et ses premiers dons sont justement autour de ce mouvement. Emmaüs Habitat est un bailleur social qui a été créé quelques jours, 2 semaines après l'appel de l'abbé Pierre du 1er février. L'abbé Pierre a reçu beaucoup plus d'argent que ce qu'il imaginait et il s'est dit avec tout ça, il faut concrètement, je réponde à la crise du logement, il faut que je construise du logement abordable. Ce qui lui a permis justement de réaliser cette première cité d'urgence. Alors, on est là au Plessis, comme dans beaucoup d'endroits de l'Est parisien, dans ces initiatives un peu extravagantes parfois de l'abbé Pierre, qui, pressé par l'urgence, par sa foi absolue dans la possibilité de tout faire tout le temps, a mobilisé là où il pouvait des terrains qu'il a parfois eu de façon provisoire, mais sur lesquels il a déjà construit, d'autres pour lesquels il a fait des dettes pour y installer des maisons bien avant d'avoir payé le terrain, enfin voilà. Où étaient disponibles les terrains à cette époque, dans l'Est parisien, qui étaient aussi des régions déjà à cette époque déshéritées pour les habitants. C'est sûr qu'on n'allait pas trouver des terrains facilement dans l'Ouest parisien qui était déjà un peu bourgeois. Cette cité de la joie a certainement été initiée de manière très rapide par l'abbé. L'époque faisait que les plans d'occupation des sols, les réglementations urbanistiques n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui, mais il y avait vraiment un vrai degré d'urgence. Je pense que ni le gouvernement, ni la ville en place, ni peut-être le département ou l'arrondissement ne sont opposés à cette initiative. Quand on a vu la dimension que prenait ce chantier, plus de 200 familles qui allaient arriver là, représentant, je pense, à elle toute seule, autant qu'on était, nous, d'habitants dans le village à l'époque. Tout le monde à Plessis s'est trouvé impliqué dans la construction de la cité d'urgence. Sur cette ville, comme beaucoup d'autres endroits, l'abbé Pierre a, au Plessis, bénéficié de, je pense, de la bonne volonté, de l'engagement des citoyens dans les banlieues, parce que c'est là où les gens déshérités ont été touchés par l'appel de l'abbé Pierre et se sont dit, nous, on va y aller, on va faire quelque chose avec lui. Alors l'objectif, c'était de rentrer en construisant beaucoup de logements dans ces espaces où il y avait tout de même de la place, parce qu'il n'y a pas toujours eu des grands terrains. C'était vraiment on était dans la préfiguration de ce que seraient des programmes de logement conséquents où on pouvait loger jusqu'à plus de 1000 familles. C'était vraiment des programmes très importants. Quand il inaugure une des tranches des logements au Plessis, c'était une tranche, c'était par milliers de logements que ça se comptait. Quand ils sont arrivés à la Cité de la Joie, c'était une sensation extraordinaire pour toutes ces familles. Elles n'avaient plus à coucher dehors, elles n'avaient plus à coucher sous les tentes canadiennes que leur avait prêté l'armée. Une cité de la joie comme au Plessis-Trévise, c'est vraiment des cités qui ont contribué à l'évolution urbaine et au changement des villes et à la problématique du vivre ensemble. Si on laissait seulement le marché, on verrait bien que c'est seuls ceux qui ont un niveau de ressources assez élevé qui construiraient
leur pavillon ou leur logement. Ça a été la grande avancée des années 50, 60, 70, des villes qui se sont développées grâce à ce logement social, grâce à cette mixité sociale qui a été instaurée. Donc aussi en écho à l'appel de l'abbé Pierre, et le Plessis-Trévise, la Cité de la Joie, c'est en dehors de l'aspect symbolique du passage de l'abbé Pierre, sont les reflets de l'évolution de la société. Le lien avec l'abbé Pierre, par exemple, c'est que sa dernière sortie en 2006, ça a été à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une loi qui impose 20% de logements sociaux dans toutes les villes. Et à un moment donné, le Parlement a voulu changer. Soit changer le taux des 20%, soit intégrer dans les 20% autre chose que du logement social. Et il était tellement choqué, pourtant il était déjà très faible, il avait 93 ans. Il m'a dit « Patrick, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que tu m'emmènes ». Je dis, vous emmenez où? À la télé, la radio? Vous voulez pousser un coup de gueule? C'était sa spécialité de pousser des coups de gueule. Il dit, je veux pousser un coup de gueule, mais je veux aller là où ils font la loi. Je veux aller à l'Assemblée nationale, où tous les députés sont venus le saluer, sont venus lui dire, lui rendre hommage. Et il disait, je m'en fous de votre hommage. L'important, c'est que vous soyez digne en tant qu'élu de la République et que vous ne changez pas cette loi qui est une bonne loi. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Cet homme a pris une situation difficile à bras-le-corps. Il a secoué un peu, avec toute son énergie, tout ce qu'il a pu secouer. Il en est tombé des choses, notamment la Cité de la Joie. Et sans lui, effectivement, j'aurais pas cette vie. Voilà.